Un jour, je suis allé à un mariage et j'ai rencontré un vidéaste en pleine prestation. Il faisait le même métier que moi et pourtant, le sien avait l'air totalement différent. De mon côté, le monde de YouTube et du sien, le monde plus réel. J'ai décidé de partir à la rencontre de ce vidéaste chez lui, à Bourg-en-Bresse, pour en découvrir plus sur son univers et vous allez voir, il réserve bien des surprises. Ah, petite précision, j'étais pas assez bien équipé pour prendre mon son et celui de mon invité, mais comme j'avais équipé ce dernier du Rode Wireless Go, qui est très bon, on pourra donc m'entendre moi et les putains d'oiseaux de merde là, qui cachent ma prise. Maintenant la précision faite, place à la meilleure interview de ma vie. En même temps, c'est ma première. On va commencer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Ok, Maxime Noyon, donc je suis photographe et maintenant peut-être même plus vidéaste depuis une dizaine d'années. Alors en fait moi j'ai fait des études de psycho, donc déjà très traditionnel pour ce qui est de la formation, et du coup je suis autodidacte sur la photo, c'est-à-dire qu'en fait en psycho j'ai rencontré mon maître de stage qui était avec moi en master, et en fait on a commencé à faire de la photo ensemble parce qu'il adorait ça aussi, et on a fini par fonder en fait une association de vidéo ensemble, donc on faisait des courts-métrages ensemble, et en fait à partir de là j'ai arrêté la psycho et j'ai continué la photo et la vidéo. Concernant les courts-métrages, c'était quel type, science-fiction? Alors en fait on a beaucoup participé au 48 HFP, est-ce que ça te parle? C'est pas un truc, il faut le faire en 48 heures? Ouais, c'est ça, tout est dans le titre. Merci le nom. C'est 48 heures Film Project, et c'est un concours en fait qui est international. Donc t'en as vraiment dans peut-être pas tous les pays, mais dans pas mal de pays. Et ça se passe dans plusieurs villes en France. Chaque fois, effectivement, t'as 48 heures pour réaliser un court-métrage. Donc ce qui est ultra motivant, parce que du coup c'est en mode le vendredi soir, on te donne un objet, un nom de personnage, un genre de film, donc typiquement science-fiction, horreur, etc. Et ensuite, t'as 48 heures pour écrire un scénario, tourner, monter et l'envoyer. Est-ce que tu te rappelles de thèmes ou d'objets un peu spécial à mettre? Alors, c'est là où c'était sympa, c'est qu'en fait, les objets restaient des objets quand même du quotidien. Et en fait, libre à toi d'en faire un élément central de ton scénario. Donc, dire par exemple, t'as une passoire, c'est une passoire magique, c'est parti, quand je la mets sur la tête, boum, je deviens un super-héros. Ou aller dans le champ à un moment donné, parce que je suis en train de faire la vaisselle. Okay. Donc, libre ensuite à chacun, quoi. Je pense très honnêtement que de toute manière, les premiers clients quand on se lance en freelance, c'est toujours les amis des amis. Et tu commences un peu comme ça. Je crois que mon premier mariage c'était ça. Ça devait être l'ami d'ailleurs de mon maître de stage, donc de Laurent, avec qui j'ai commencé à faire de la vidéo. Et il m'a dit là, elle a besoin d'un photographe pour son mariage, donc let's go, premier mariage. Et puis de fil en aiguille, en fait, t'as des photos à présenter, donc tu peux faire un site web, montrer les photos que t'as prises, des gens te font confiance et ainsi de suite. Je pense que du bouche à oreille et un site internet, parce que c'est un peu bizarre, mais sans site internet, tu n'existes pas. Il faut que les gens puissent vérifier qu'il y a un site web et que ça existe. Et à partir de là, normalement, ça fonctionne, quoi. Ouais, en fait, aujourd'hui, c'est la plus grosse partie de mon activité. C'est-à-dire que j'ai commencé avec du mariage, et en fait, maintenant, je travaille avec le Pôle Pixel, qui est à Lyon. C'est une association qui gère, en fait, des bâtiments, des studios de cinéma, et qui accueille, en fait, 100 entreprises dans ses locaux. Donc, du coup, il y a toutes les entreprises du cinéma, ça va du son, de la location de matos, fabrication de décors, il y a absolument tout là-bas. Ils font beaucoup de formations. En fait, le pôle est en train de s'ouvrir de plus en plus, et du coup, ils font beaucoup appel à moi en freelance pour aller, donc, soit dans des lycées et des collèges faire des interventions, soit potentiellement encadrer les stages de 6e, ou proposer des ateliers fonds verts, ou en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. En vrai, ça va être décevant de ce côté-là, parce que ça reste assez calme. Non, ouais, des anecdotes de mariage, tu vois, mis à part des retards et des choses comme ça, mais qui sont presque, j'ai envie de dire, normal, carrément, qu'on voit très ponctuellement. Non, j'ai pas de grosses anecdotes de la mariée qui tombe dans la mare, ou c'est dommage. Oui, en fait, le prix, c'est quelque chose qui va énormément varier. Parce que déjà, ça va dépendre, en fait, de la région où tu vis. Parce qu'en fait, le niveau de vie n'est pas le même. C'est-à-dire que, évidemment, qu'un photographe de Lyon, par exemple, sera plus cher qu'un photographe comme moi qui est de Bourg-en-Bresse. Parce qu'en fait, potentiellement, il a un loyer à payer qui va être plus élevé. S'il a des locaux, il a des charges de ouf à payer aussi. Ce qui n'est pas mon cas. Pour te donner une fourchette, moi, mes mariages, les moins chers, ça commence à 700 €. Et du coup, si tu veux, vidéo plus photo, jusqu'à 2 heures du matin, oui, ça peut être des devis qui vont monter à 3-4 000 €, parce qu'il y aura, en plus je vais faire appel à quelqu'un d'autre pour assurer ou la vidéo ou la photo. Donc à partir de là, forcément, c'est des devis qui montent un petit peu. Là où justement j'ai pas de souci à parler d'argent, c'est que je considère que de toute manière c'est le plus honnête possible, parce qu'en fait ça correspond vraiment au temps que je vais passer sur place, mais aussi à tout le temps de post-production que je vais avoir, etc. Et en fait là où c'est un petit peu particulier quand on est auto-entrepreneur, c'est-à-dire que là par exemple je viens de parler de 3 000, 4 000 €, ça peut paraître énorme puisque ça représente 3-4 mois de
SMIC, facile. Sauf qu'en fait, on fait pas ça tous les jours. Et en fait, la difficulté quand tu es auto-entrepreneur, c'est de gagner suffisamment pour pouvoir étaler ce que tu gagnes dans le temps. Et accessoirement, on est taxé de 25% sur tout ce qu'on gagne. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as pas de sécurité sociale particulière, tu n'as pas de chômage, tu te pètes une jambe, bah c'est la fin de ton activité pour le moment. Donc typiquement, c'est le genre de truc où il faut assurer derrière. Moi, je sais que je fais bien attention à toujours avoir une trésorerie qui me permet justement d'encaisser en fait un bris de matériel, même si on a des assurances aussi pour ça, mais typiquement, tu peux avoir une franchise à 2000 €. Donc en fait, autant que tu aies de quoi payer ton matériel si tu le casses. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on travaille avec des boîtiers qui coûtent au bas mot 1000 €, peuvent monter très très haut, et je parle que du boîtier, pas de l'objectif qui va dessus, qui eux-mêmes commencent à 1000 balles et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est assez cohérent avec ce qu'on demande. D'autant plus qu'après, alors là, c'est une spécificité dans laquelle je rentre pour ce qui est de la photo, c'est qu'en fait, moi, je donne tous mes fichiers numériques à mes clients. J'ai l'impression que les photographes qui se lancent un petit peu maintenant, même si c'est pas forcément le cas de tous, en fait, on fait une prestation, on est payé pour cette prestation, et derrière, on donne les fichiers numériques via une galerie. Les photographes, j'ai envie de dire plus à l'ancienne, mais je veux pas que ce soit péjoratif. Enfin, en tout cas, l'ancienne manière que je connaissais, c'est des photographes qui du coup vont avoir un prix de prestation beaucoup moins cher. Ils peuvent par exemple partir sur un mariage pour 300 €, mais parce qu'en fait derrière ils vont vendre les tirages. Donc du coup, tu n'as pas l'intégralité des fichiers numériques, en tout cas les mariés potentiellement une partie, etc. Mais les invités vont eux payer des tirages. Donc du coup, il y a un deuxième revenu qui arrive dans un second temps. Et du coup, c'est pas non plus la même pratique. C'est pour ça que par exemple moi mon tarif il commence à 700. C'est parce que à 700 € vous avez déjà toutes les photos au moment où je viens quoi. Et en fait, c'est là où on arrive sur la deuxième partie de mon activité. C'est-à-dire que j'ai une activité qui est rémunératrice, très concrètement, donc la prestation, etc. Et en fait, à côté, je suis présent sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok et sur Instagram. Moi, je suis passionné par YouTube pour répondre à la question. Je consomme énormément et du coup, j'essaye de produire dessus, mais à un rythme de une vidéo tous les 6 mois parce que ça demande énormément de travail. Comment dire, moi, je fais on pourrait parler de vulgarisation. Donc du coup, il y a en plus un temps d'écriture, de recherche, avant même de parler de tournage et de montage, quoi. Donc tu fais de la vulgarisation, j'imagine, sur ton domaine? Pas du tout, non. Pas du en tout. fait, ma chaîne s'appelle Le Fils de Pub. Et je fais du décryptage et de l'analyse de publicité. Bah quoi? Ah, c'est la rentrée, mais on a bien profité des vacances pour se faire dorer la pilule à la place. Et en vrai, déjà, le nom est pas mal. Il y a de la communication. On le retient facilement, c'est l'avantage. Mais par contre, faut pas mal entendre. Oui, voilà. Ça peut un peu, tout à fait, ne pas trébucher quand on le prononce surtout. Ouais. Alors en fait déjà c'est pas du tout la même activité sur YouTube et sur Twitch. C'est-à-dire qu'effectivement sur YouTube je fais de la critique et de l'analyse de vidéos et vu que c'est des choses qui me prennent énormément de temps comme je disais tout à l'heure, 6 mois pour une vidéo, en fait j'ai voulu commencer à proposer un contenu régulier et quotidien. Donc du coup du lundi au vendredi à 9h je lis des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait l'avantage de la revue de presse c'est de faire du coup un contenu que t'as pas besoin de préparer. C'est-à-dire qu'en fait moi je sélectionne 5 bonnes nouvelles, je fais voter aux gens pour savoir dans quelle ordre est-ce qu'on les lit. Ensuite je découvre les articles avec les gens, donc on réagit, on échange, on discute. Et du coup, ça demande pas de préparation. Et à la base, je faisais 1 heure. Maintenant, j'ai tendance à rallonger un peu quand j'ai le temps. Mais du coup, je faisais 1 heure de ça le matin. Et puis hop, ensuite, j'enchaînais ma journée avec justement du montage, du traitement photo. En fait, il y a deux choses. C'est qu'il faut bien comprendre que l'information, tu la sélectionnes en fait. Et en fait, parler de faits divers, c'est un choix. C'est pas l'information en tant que telle, quoi. Enfin, c'est pas l'information globale, il n'y a pas que ça. Donc du coup, tu peux aussi parler de bonnes nouvelles. Après, la problématique avec les bonnes nouvelles, c'est un point de vue. Parce que, par exemple, moi, je parle pas de la hausse du CAC 40 et des actions de je sais pas quelle boîte. Ça m'intéresse absolument pas. Donc forcément, c'est des choses qui sont orientées aussi. Et donc, t'as un point de vue sur le sujet. Et accessoirement, potentiellement, elles sont, elles sont limitées. Parce qu'en fait, même une avancée sociale, tu fais, trop bien, je sais pas, le SMIC a augmenté ou je sais pas quoi. En fait, c'est une bonne nouvelle, mais tu peux aussi te dire, ouais, mais ça aurait dû être plus tôt. Et du coup, tu peux avoir le point de vue. Et c'est aussi une question de point de vue, tu vois. Et pour le coup, c'est la particularité, ce que j'apprécie énormément dans Twitch, c'est que pour le coup, là, tu échanges en direct avec des gens, même si c'est un rapport qui est complètement asymétrique. Parce que, tu peux virer n'importe qui à n'importe quel moment, c'est toi qui parles et les autres ils écrivent, donc c'est un rapport asymétrique. Mais il y a quand même un échange que tu n'as pas sur YouTube, par exemple. Les stats sur YouTube, on est à 11 000 personnes, mais vu que je sors pas de vidéo, pour l'instant ça bouge pas beaucoup. En fait, c'est toujours la problématique. Après, si tu cherches à te comparer, c'est mieux que plein de monde, mais c'est ridicule dans le flow des influenceurs. Enfin, tu vois, aujourd'hui, Mastu et Road tous les 5 millions. T'es en mode, ah ouais, 5 millions, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est pas pareil, quoi. Et idem pour Twitch. Je crois que j'ai, pour le coup, 4000 follow et du coup, ça fait 80 personnes à peu près le matin, tu vois, en live. Et en fait, je sais, parce que ça a été en plus beaucoup communiqué récemment, je suis dans les 0,5% de streamers
qui sont du coup au-dessus de 5 personnes en fait sur leur stream. Attends, je sais pas si j'ai été clair. Grosso modo, 1% des streamers ont plus de 5 personnes dans leur stream. Donc c'est une grosse minorité qui est au-dessus de 5. Donc avoir 80 personnes dans mon stream, c'est monumental, c'est trop cool et je suis trop heureux. Puis je me rappelle trop, tu sais, même t'as 2-3 personnes au tout début qui viennent parler, tu fais wow, trop bien, il y a eu des interactions et tout, c'était cool. C'est parfait, tu vois. Mais encore une fois, bah quand tu regardes les streamers aujourd'hui, ça peut monter à 11 000 personnes qui suivent des lives pour les plus gros. Alors là, je parle vraiment des gros événements, même des choses. Les gros événements, je crois qu'on est même des fois aux 100 000, 150 000. Et ça peut monter encore plus, oui, si tu parles d'un Z-Event, tu vois, ça va exploser, quoi. C'est des sphères qui sont complètement différentes. C'est là où la comparaison, faut y faire attention. C'est que ça peut vite être dépressif et en mode, oh là là, mais c'est ridicule. Et en plus, je pense que t'as ça à tous les niveaux. Parce que pour avoir déjà discuté avec des gens qui ont des communautés bien plus grosses, bah, des fois, ils sont en mode, bah, pourquoi il y a que 500 personnes sur mon chat? Tu vois? Bah, mec, il y a 500 personnes sur ton chat. Ouais, bah, il y en a que 500. Évidemment, il y en a 1002. Alors, parce qu'encore une fois, c'est une question d'échelle, en fait. C'est que quand t'as 5 millions d'abonnés et que tu fais 1 million de vues, t'es en mode, bah, en fait, il y a 4 millions qui ont rien vu, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je pense qu'on va faire rapidement parler des copains. C'est qu'en fait je suis aussi du coup cadreur pour la chaîne Bolchegeek, qui est une chaîne YouTube qui parle de pop culture. Ils font des essais en fait en mélangeant pop culture et sujets sociétaux. Pour donner un exemple, ils ont fait une vidéo sur John Wick, sauf qu'en fait ils parlent du contrat social, qui est un concept sociologique. Parce que dans John Wick, il y a une société secrète. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais par exemple quand ils rentrent dans le Continental, qui est un hôtel, donc c'est une société de tueurs, qui ne l'auraient pas, de tueurs à gages, ça s'entretue joyeusement, tout ça, tout va bien. Et en fait quand ils rentrent dans le Continental Hotel, plus personne n'a le droit de se tirer dessus. Ça fait partie de leur contrat social. C'est les accords qu'ils ont passés ensemble, et en fait le contrat social il existe dans la société. On ne s'entretue pas, ça ne se fait pas. La séparation que tu fais, je la comprends, parce que le fait est que c'est deux univers complètement différents avec des pratiques différentes, c'est-à-dire que tu fais pas du corporate ou du mariage comme tu fais des vidéos YouTube, c'est pas le même ton, c'est pas la même manière de parler, etc. Et on a cette impression du point de vue de vidéaste YouTube qu'on est en dehors du cinéma, qu'on est en dehors de ces circuits-là, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai participé aussi à beaucoup d'échanges, donc avec entre autres le pôle Pixel, qui du coup eux incarnent le cinéma dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et où en fait au bout de la discussion ils ont dit mais en fait vous faites une distinction, mais en fait il y en a pas tant, vous auriez peut-être même intérêt à moins en faire, parce qu'en fait il y a déjà des circuits qui existent, il y a déjà des choses, des réseaux qui sont présents et que vous pouvez exploiter même en tant que vidéaste YouTube. Il y a pas de souci en fait. On est un peu les petits frères, j'ai envie de dire, du cinéma, mais pour autant, faut peut-être pas complètement se couper, parce que ne serait-ce que pour parler de budgétairement, des aides qu'on peut avoir, etc. Parce que c'était aussi le fond de la conversation que j'avais eue. Et ben en fait, on peut aussi profiter de fonds CNC qui sont dédiés à la vidéo, au court-métrage, etc. Parce que c'est des choses qu'on peut. Il y a de plus en plus. D'ailleurs, le CNC a commencé à proposer des aides justement pour les vidéastes. La difficulté qu'on a, c'est que vu qu'on est un métier émergent, les institutions nous connaissent pas, comprennent pas très bien ce qu'on fait quand même. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand même, on s'en rapproche de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as plein de vidéastes qui bossent avec des marques, ça c'est plus que posé, mais qui bossent aussi avec des institutions, Nota Bene qui a bossé avec le Louvre plusieurs fois, et ça s'ouvre en fait de plus en plus. Et en fait, plus ça va aller, et plus les vidéastes, en fonction de leur spécialisation, vont commencer à bosser avec des institutions, potentiellement des chaînes de télé. Tout ce joli monde de vidéos va finir par se croiser, tu vois. Et même au cinéma, on a des gens qui faisaient de la web-série Le Visiteur du Futur, qui débarquent directement au cinéma, quoi. Et ben en fait c'est pareil, on est en voie de professionnalisation. Encore une fois, on est un métier qui est un peu émergent. Par exemple, je sais pas si tu as entendu parler de la Guilde des vidéastes. En fait, c'est une structure qui est née au Frames Festival à Avignon, qui en plus a lieu là, très bientôt. Et en fait donc a émergé des gens qui tournaient autour du Frames, la Guilde des vidéastes, qui est une fédération qui représente du coup les vidéastes et qui cherche à représenter de plus en plus les vidéastes, et qui du coup va commencer à avoir des conversations avec YouTube, avec la SCAM, avec la SACD, donc tous les organismes en fait qui tournent autour de YouTube, pour dire en fait aujourd'hui voilà ce que ça représente en termes de masse salariale, mais aussi de masse financière, etc. C'est plus des jeunes qui font ça dans leur chambre, etc. Ça commence à se professionnaliser, et il va être temps qu'en fait on ait des pratiques professionnelles. Et du coup c'est pareil, je crois qu'ils sont en train d'écrire une charte de la bonne pratique, et que du coup quand tu commences à adhérer à la guilde et à suivre ça, et typiquement arrêter les pratiques de on ne paye pas un monteur, ou on paye au lance-pierre, ou etc. de manière, alors pas forcément à blacklister des vidéastes qui ont eu des pratiques pas ouf. Eux, c'est pas la démarche de la guilde, plutôt que de les pointer du doigt. L'idée c'est de leur dire alors on sait qu'il y a eu, maintenant on arrête et on vous dit comment on fait.
C'est un grand débat. Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est pareil, on est beaucoup à être autodidacte, donc à s'être lancé un peu n'importe comment, à notre manière, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est que tu peux pas blâmer, par exemple, un gars qui va faire du montage gratuitement pour son meilleur pote, qui lui a décidé de se lancer derrière la caméra, et puis l'autre, il a dit, ouais, ok, enfin, il y a des chaînes entières qui se sont lancées comme ça, où ils étaient deux, ils se sont dit, bah, vas-y, je fais un peu de montage, tu fais un peu de vidéo, let's go, on est parti, tu vois. Tu vas pas blâmer quelqu'un de faire gratuitement, pareil, quand tu commences, là, je reprends même sur du corporate, de la photo et de la vidéo, en fait, la problématique, elle est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux faire payer 1500 balles une prestation, alors qu'en fait, c'est la première fois que t'en fais, tu vois. Quelque part, il y a aussi un rapport d'honnêteté bah, là, je vais vous faire ça moins cher, mais parce qu'en fait, moi, ça me permet de constituer mon book. On se met d'accord, je fais ça pas trop cher, etc. La difficulté, c'est qu'en fait, quand ça devient de l'exploitation. C'est-à-dire que quand c'est systématique, quand c'est auprès de plein de clients, et qu'au bout d'un moment, il y a carrément des gars qui te disent, ah, bah, toi, c'est 500 balles le montage de la vidéo, let's go, on va te prendre comme ça, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, tant que tout le monde le fera pas, bah, il y aura toujours quelqu'un qui fera des vidéos, effectivement, pour 50 balles semaine, quoi. C'est là où tu vois le discours où on avait vu le côté, vous lancez un logiciel, vous n'êtes pas un monteur. Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que tu lances un logiciel, tu sais faire de la découpe, et quelque part, c'est tout ce qu'on te demande, bah, en fait, tu fais le taf. Donc, on te paye pour ce taf-là, et on te paye bien pour ce taf-là. Tu fais du dérush. T'es capable de faire des montages experts, mélangés avec After Effects, commencer à mettre de la 3D dans les vidéos, etc. Bah, là, tu commences à être monteur expert. Si tu veux, on met des grades, en fait. Et du coup, tu vas être encore mieux payé, mais c'est pareil. Et en fait, c'est ça qui est problématique avec le métier de freelance, c'est qu'en fait, on n'a pas de grille salariale, comme tu as dans toute entreprise, en fait. Donc, à mes yeux, en fait, t'es monteur quand tu lances un logiciel de montage et que tu sais comment à le manipuler un petit peu, mais peut-être que t'es pas un monteur expert. Ce qui veut pas dire que pour autant, on doit te payer 50 € semaine. Ouais, c'est bon. Très concrètement, là je suis sur un Canon Mark IV. Donc vous voyez, en plus là on est vraiment sur de l'ancienne génération parce que on est sur du réflexe. Donc on n'est même pas sur du tout numérique, quoi. Mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait j'avais déjà les objectifs, etc. Et que faire la transition c'est toujours une problématique. Même si en fait Canon se débrouille pas mal. Mais là je sens que le boîtier sur la fin c'est un dinosaure, tu vois, tu le sens. Mais typiquement je réfléchissais un peu au Sony. Alors pareil, j'ai regardé aussi pas mal de le R5 parce qu'ils font vraiment caméra ciné en plus avec. Donc à réfléchir. Mais en fait, la problématique, c'est aussi toujours la même. C'est qu'est-ce que tu fais et quel matériel tu as et comment tu l'adaptes. C'est-à-dire que partir sur une caméra ciné, même en allant encore plus loin sur des caméras Sony, ciné, etc. Bah, je mets plus ça sur un stabilisateur Ronin, tu vois. Tu réfléchis toujours en fonction de. C'est pareil. Tu peux filmer en 8K, etc. Est-ce que tu as la station de travail qui va avec? Parce que si ton ordinateur il suit pas, bah en fait, ça sert à rien de filmer en 8K. C'est toujours un problème à mes yeux, plutôt que de matériel ultra performant. C'est déjà comment tu le maîtrises et comment est-ce que tu le connais, et deux, quel équilibre tu trouves dans tout ça. Parce que c'est pareil, t'as la meilleure caméra du marché, t'as pas une light, bah au revoir en fait, tu filmeras complète une journée, quoi. Et pour la polyvalence, parce que encore une fois, quand on est freelance, bah, on doit tout faire soi-même. Du coup, j'ai un 24-70 et un 70-200. Et comme ça, je vais de 24 à 200 avec deux objectifs. Au bout d'un moment, même la question du matériel, à mes yeux, elle est même plus pertinente. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir visité justement le pôle Pixel et avoir vu des gens qui font de la location de matériel, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai du matériel qui me permet de faire absolument tout, en photo comme en vidéo. Je veux monter en gamme et commencer à faire du vrai court-métrage. Bah, en fait, je vais voir Panavision et je vais leur louer du matos, quoi. Tu vois, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ton matériel, c'est carrément des gens. Je faisais cette réflexion là parce que par exemple pour faire du montage bah c'est pareil, en fait t'as lumière numérique et en fait au bout d'un moment bah tu fais pas ton montage chez toi sur ton ordinateur, tu vas voir lumière numérique, t'as un mec qui fait le montage derrière toi qui a un panneau de contrôle, puis toi t'es en train de regarder l'écran géant et tu dis oui ok là c'est cool, là on coupe, là on change la colorimétrie. En fait au bout d'un moment t'as des entreprises qui sont toutes spécialisées, qui sont toutes capables de faire, et en fait quand tu commences à rentrer dans une logique de budgétisation et quelque part cinématographique, bah en fait tu te rends compte que tes outils c'est des entreprises en fait qui ont toutes leur domaine de compétences. Au ciné plus personne n'achète de caméra, ça sert à rien en fait, elle sera périmée dans 2 ans quoi. Ça nous regarde quand même nous vidéastes YouTube, tu vois. Alors on n'est pas sur les mêmes budgets et pas sur les mêmes trucs, mais encore une fois quand on commence là à accéder à des budgets du CNC, bah c'est aussi un truc pour commencer à penser ambitieux et en fait à se dire bah du coup c'est cool, je fais ma demande pour le CNC, je peux intégrer la location d'une caméra Panavision. Oui, bah alors aujourd'hui les lumières, bah on est tout en LED parce que c'est ultra léger, suffisamment puissant, ça permet de modifier les lumières, les couleurs ultra facilement sur le tournage, etc. Donc pareil, encore une fois, c'est parce que on a la nécessité en tant que vidéaste, pour le coup je parle vraiment YouTube, d'être ultra polyvalent, donc de pouvoir tout faire très facilement. Donc ces petits panneaux LED. Mais encore une fois, tu veux monter en gamme, bah tu vas voir pour le coup Transpalux. Je fais la pub pour toutes les entreprises. Et Transpalux, eh ben t'as les mandats, enfin les mandarines de la taille que tu veux en fonction
fonction de trucs que tu veux, les méga panneaux LED si besoin pour éclairer une pièce complète, etc., etc. Donc à partir de là, encore une fois, avoir le minimum pour bosser tout seul, c'est cool. Et puis ensuite, tu vas voir les vrais pros pour faire. Et pour ce qui est du son, moi perso, ça a toujours été ma grosse difficulté. Le micro perche, c'est très cool si tu fais de la fiction ou si tu dois suivre quelqu'un. Sinon, le micro cravate, t'es au plus proche, t'évites les bruits ambiants, etc. Typiquement pour une interview, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si t'es dans un format studio où t'es bien posé, autant avoir le petit micro posé sur un bras, plus en mode streamer, etc., etc. Donc c'est pareil, les micros, c'est vraiment en fonction d'eux. Et puis après, quand tu peux pareil déléguer ça à quelqu'un qui est professionnel et qui s'y connaît et qui va se démerder avec ça. Pour la photo, c'est clairement Lightroom en grande majorité, pour le traitement photo, la colorimétrie et tout ça. Et pour ce qui est de la vidéo, moi personnellement, c'est Premiere Pro parce que je me suis formé là-dessus et parce que je fais énormément d'allers-retours entre Premiere Pro et After. De plus en plus DaVinci parce qu'en fait, donc dans mes ateliers, en fait, je parle de DaVinci et je propose DaVinci parce qu'en fait, c'est gratuit. Donc quand j'interviens dans un lycée, je peux leur dire installez sur tous les PC DaVinci, c'est gratos et comme ça, on pourra pouvoir travailler dessus. Donc, du coup, je me suis aussi formé sur DaVinci pour pouvoir mener les ateliers et je pense que je disais tout à l'heure que ça va prendre des parts de marché parce qu'en fait c'est DaVinci, on le trouve de plus en plus même chez les professionnels parce qu'ils proposent du matériel qui va avec le logiciel, que c'est compatible avec tout, que ça fonctionne aussi très très bien sur plein de trucs. Je crois que la colorimétrie c'est même encore plus simple sur DaVinci que sur Premiere. Alors je connais pas suffisamment et je me posais beaucoup la question parce que dans l'idée, l'équivalent de After dans DaVinci c'est Fusion et en fait je connais pas suffisamment Fusion, mais par contre ce que je constate c'est que sur tous les sites de stock, donc où tu peux trouver des effets, des presets, etc. et DaVinci est en train aussi d'apparaître de plus en plus et on voit de plus en plus de presets. Et je pense que pour l'instant ce qui bloque un peu c'est justement ça, c'est qu'en fait on a beaucoup de presets pour Premiere Pro, donc c'est très facile d'aller en prendre sur des sites de stock et puis de les utiliser pour des vidéos YouTube et avoir un rendu stylé très rapidement. Le fait est que c'est encore en train d'apparaître de plus en plus sur DaVinci. Et du coup, je pense que là, vraiment, dans quelques années, à mon avis, ce sera très équivalent. À voir si, justement, Fusion réussit un peu à monter en gamme et en puissance. Mais en vrai, je pense que si on réussit à faire à peu près ce qu'on fait sur Premiere, il y aura plus trop de raisons même d'aller sur Premiere. Je pense que ça va être un peu le conseil un peu cliché, mais en fait c'est surtout faire, parce qu'en fait c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas montrer ce que tu es capable de faire, et que ce soit pour du corporate ou pour YouTube, c'est en fait tester, essayer des choses, et en vrai je pense que les gens m'attendent pas de toute façon pour pour se lancer et tester des trucs, parce que aujourd'hui je pense très honnêtement que dans l'univers du cinéma, de la vidéo et même du corporate, par exemple moi on m'a jamais demandé de CV pour que je fasse un mariage. On m'a dit qu'est-ce que vous avez fait comme vidéo, qu'est-ce que vous avez fait comme photo, et donc il faut que tu déroules un portfolio, donc il faut que tu aies des choses à montrer dans tous les domaines dans lesquels tu veux travailler. Et après, aujourd'hui, il y a des écoles qui existent. Les écoles, je pense que c'est bien pour apprendre vite, se faire du réseau, rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que toi. Mais on peut se former énormément en autodidacte parce qu'il y a tous les tutos possibles et imaginables sur YouTube. Et puis qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus et que vous n'avez pas besoin d'un matériel incroyable pour commencer. Aujourd'hui, en fait, on fait des trucs de ouf avec un portable. On n'a pas parlé de TikTok, mais TikTok le montre bien. C'est qu'en fait, t'as un portable, tu fais des TikTok, tu peux faire ton montage en direct sur ton portable, etc., etc. Et c'est déjà un outil ultra puissant pour faire des vidéos en fait. C'est compliqué parce que ça dépend de l'axe par lequel on passe. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire des TikTok. Je fais des résumés en fait d'une bonne nouvelle que j'ai vue le matin en live, très concrètement. Donc en moins d'une minute, t'as une bonne nouvelle. Et je trouve ça intéressant parce que c'est du contenu rapide, efficace. C'est très gratifiant même pour le créateur de se dire voilà, j'ai un rendu, ça m'a pris 15 minutes, let's go. Alors c'est pas le cas pour tous parce que je sais qu'il y a des gens qui font, et je crois que c'est plus ou moins ce que tu sous-entendais tout à l'heure, du tournage et du montage traditionnel pour ensuite l'exporter sur TikTok. Donc rien que là, en fait, mine de rien, c'est un workflow qui est déjà vachement plus conséquent et vachement plus de boulot. Globalement, mes clients, actuellement, 70 voire plus 80% de mes commandes sont des gens qui ont écrit un script tourné pour TikTok et je monte pour eux. Donc voilà. TikTok, j'en fais toute la journée 3-4. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vois, il y a un poste de montage à un moment donné. Ouais. Tu vois, alors que TikTok te permet de tout faire sur ton portable, mais quand tu vois les productions que tu peux voir sur TikTok, clairement, c'est des gens qui ont bossé sur un banc de montage, c'est évident, tu vois. Mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a justement un peu collision entre les deux en fait. Évidemment qu'il n'y a pas que du bon et que c'est pas un outil de création complètement libre où on peut dire et faire ce qu'on veut parce que dès que t'as un propos un peu politisé ou qui parle même de sujets de guerre, mais pour en parler de manière pour vulgariser, en fait, ça va dégager, ça va démonétiser, que ce soit YouTube, TikTok, c'est pareil partout. Donc au final
final, il y a aussi un lissage et finalement une volonté d'orienter quand même vers des trucs le plus superficiel possible. Donc il n'y a pas que du bien, mais c'est des plateformes qui sont intéressantes et qui permettent de faire plein de trucs et à différents niveaux, tu vois. Et moi, c'est vraiment comme ça que je considère la création aujourd'hui. C'est pas une volonté d'être omniprésent absolument partout. C'est qu'en fait, je trouve ça aussi plaisant de faire une vidéo à froid où t'as bossé vachement ton contenu sur YouTube et où tu prends le temps de la peaufiner, de bien la faire, de faire des recherches, etc. Que de faire du contenu en direct, à chaud, directement sur Twitch, que de faire une petite vidéo qui m'a pris à peine 15 minutes, 30 minutes à faire. Et ben, je trouve que les trois formats sont trop cool. Je pense que quand t'es créateur, créatrice, et ben, en fait, t'as juste envie de produire des trucs. Et puis, bah, en fait, chaque plateforme a un format et tu vas là où tu te sens bien, tu vas là où t'es confort, etc. Moi, j'aime bien les trois. J'ai pas de souci. On a longtemps pensé par exemple que YouTube, on aurait aimé voir un concurrent émerger, on a pensé à des plateformes libres comme Peertube, etc. C'est des trucs qui ont jamais marché, parce qu'en fait le public était sur YouTube, il est habitué à sa consommation YouTube, donc il allait pas aller chercher sur nos plateformes exactement la même chose. Et en fait finalement, la concurrence elle vient sur le marché de l'attention. C'est-à-dire qu'on a un temps d'attention limité, on a des journées qui sont limitées en heures, et on a du temps à accorder aux vidéos limitées en temps. Tu vois, moi c'est YouTube, bah maintenant c'est la télé, le portable effectivement c'est TikTok, et le contenu même Twitch que je regarde la journée quand je travaille, et ben c'est sur mon ordinateur. Donc tu vois, j'ai même un périphérique par plateforme, tu vois. C'est pas la même consommation, etc., etc. Donc effectivement, eux, ils se battent finalement tous pour notre temps d'attention, donc juste pour qu'on y passe le plus de temps possible sur leur plateforme à eux. Et c'est effectivement ce que YouTube essaie de concurrencer avec ses shorts, en essayant de faire un peu la même chose. Mais je pense qu'ils vont avoir exactement le même problème. Ils ont beau avoir la force de frappe de YouTube, à un moment donné, je pense qu'ils vont se rendre compte qu'en fait, bah, ils ont pas l'hégémonie du truc. Enfin, tu vois, Insta fait exactement la même chose que TikTok, ça prend absolument pas. Les gens sont sur TikTok, quoi. Et après, ce qui est marrant, c'est que c'est juste que les choses s'accélèrent. Quand la télévision est apparue, on a dit ça y est, le cinéma est mort. En mode bah non, les gens continuent à aller au cinéma, donc ça va. C'est même le cas encore aujourd'hui avec Netflix, même si je crois qu'il y a une petite baisse, mais donc comme quoi ça va encore. Et c'est pour ça que je pense pas qu'effectivement les vidéos verticales vont faire disparaître les vidéos horizontales, parce que c'est juste pas le même contenu en fait. C'est pas la même manière de les consommer. Tu regardes pas des TikTok quand tu manges, tu regardes des vidéos YouTube ou des streams, tu vois. Évidemment que ça va juste cohabiter, mais que du coup là où on avait eu en fait l'hégémonie de YouTube et où tout le monde regardait des vidéos YouTube, bah, aujourd'hui ils vont devoir se partager le marché, quoi. Alors après pour ce qui va se passer dans le futur, est-ce qu'ils vont s'entremanger, est-ce qu'il y a d'autres plateformes qui vont émerger, qui vont encore proposer autre chose? On verra, parce que TikTok on s'y attendait quand même pas, quoi. Mais par contre ce qui est marrant, et là où je voulais aussi continuer sur ça s'accélère, c'est qu'en fait ça s'est cristallisé, je sais pas si t'avais suivi, dans une embrouille à Webedia justement. C'est qu'en fait il y avait des youtubeurs à Webedia qu'on dit ah mais les tiktokers de Webedia ils sont trop relous, ils viennent, ils jouent avec nos vélos, ils pètent le matos, etc. Et t'avais l'impression, alors pour moi vraiment je pousse le trait, mais que c'était un peu un hardisson qui disait bah Squeezie, je comprends pas, vous avez pas de producteur, vous faites des vidéos de votre chambre mais vous regardez par des millions de gens, vous me cassez les burnes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait c'est un peu le truc de les générations se comprennent pas, quoi. Et il y a un peu des fossés qui se créent, mais au final bah c'est certainement l'impression que les youtubeurs faisaient aux gens de la télé, des gens qui faisaient un peu n'importe quoi, etc., qui faisaient des cons, et puis ça marchait, quoi. Et aujourd'hui je pense qu'on va arriver à la phase un peu plateau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une porosité énorme entre tous les supports. Juste Riyad, qui est un des tiktokers les plus connus, et ben aujourd'hui il est dans toutes les émissions de télé possibles et imaginables, tu vois. On l'a vu à Pékin Express, on l'a vu dans je sais plus quoi, et même des gens de YouTube, bah Michou qui se retrouve à Danser avec les stars. Donc en fait la porosité télé YouTube elle existe déjà, télé TikTok, et j'ai déjà vu d'ailleurs des youtubeurs dans des vidéos TikTok d'américains d'ailleurs, c'est marrant, c'était Mister MV qui était avec un américain, d'accord, donc en plus il y a des croisements, ok, mais parce qu'encore une fois c'est des créateurs, et en fait la plateforme finalement elle importe peu, on va les voir un peu partout, et il y en a qui vont émerger d'une plateforme mais qui vont passer sur les autres aussi à un moment donné. C'est compliqué, c'est pareil, je pense que c'est un spectre, hein. C'est-à-dire qu'en fait la problématique plus large, et là on touche à mon domaine du fils de pub pour le coup, parce que j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur le sujet, malheureusement, et c'est vrai pas que pour YouTube et TikTok, etc., mais notre modèle économique il repose sur la publicité en grande majorité, et en fait c'est ce qui finance le plus. Aujourd'hui c'est pour ça que les gens font des placements de produits dans leurs vidéos, c'est parce qu'en fait la rémunération par les pubs YouTube ça ne fonctionne plus ou pas ouf, donc ça passe par les placements de produits. Finalement aujourd'hui ce sont les seuls qui financent à cette échelle-là des vidéos et ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve partout. Et en fait, à partir de là, eh ben c'est en fonction de l'éthique de chacun de se dire c'est quoi cette entreprise, j'en sais rien, je m'en fous, elle vient de je sais pas où, elle vend je sais pas quoi, elle me propose un chèque, et ben let's go, c'est parti. Et d'autres qui vont être un peu plus éthiques et qui vont se dire bah non quand même les paris sportifs c'est pas ouf, on va éviter. Et d'autres qui vont être encore plus sélectifs et qui vont dire carrément j'en veux pas, etc., etc. Donc après il y a tout un gradient et c'est en fonction de la morale de chacun. Et c'est là où c'est problématique parce qu'effectivement on pourrait dire d'un côté des influenceurs qui sont en mode bah en fait
j'ai une notoriété, donc je vais vendre tout et n'importe quoi pour me faire du blé, et des vidéastes qui financent leurs projets avec des marques, etc. Et bah encore après, des gens qui vont vouloir passer que par des institutions pour être sûr que ce soit pas des marques et qu'on vend pas des produits à la con, etc. C'est vraiment un panel, et là ça dépend de l'éthique de chacun. Et à mes yeux, de fils de pub, c'est là où c'est problématique, c'est qu'en fait la publicité devrait être vachement plus régulée, et d'autant plus sur Internet. Bah c'est justement toute la question là de l'éthique. C'est-à-dire que moi travailler avec des marques, ça me paraît complètement antinomique pour le coup. Mais travailler avec des institutions, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de travailler avec une institution qui propose des services culturels, qui propose, etc., que de travailler avec une marque qui veut vendre un produit quelconque, en plus potentiellement polluant, etc. Après c'est pareil, il y a des gens qui travaillent avec des marques plus éthiques en fonction, qui sont moins polluantes, etc. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Oui, non, pour moi c'est très très compliqué et assez inenvisageable de travailler avec des marques, quoi. Et ben l'idée justement c'est d'être de plus en plus indépendant dans mes créations. C'est-à-dire qu'en fait on va pas se mentir, Je crois qu'il avait pas à ta place. J'ai l'impression, hein, il a des trucs à dire aussi. Le fait de faire des prestations, c'est un moyen de se rémunérer, et c'est pour ça qu'à côté, j'essaye de pouvoir de faire mes créations et ce que je veux du coup sur les différentes plateformes. L'idéal, c'est que ce que je fais sur les différentes plateformes devienne rémunérateur, de manière à justement ne plus avoir, ou moins avoir à faire des prestations, parce qu'après, ce que je fais pour le coup en intervention me paraît être quand même complémentaire de ce que je fais. C'est-à-dire que typiquement ce que je fais dans des lycées, c'est qu'en fait on fait des vidéos de fils de pub, mais avec des lycéens. Donc du coup je leur montre comment est-ce qu'on analyse une publicité, comment est-ce qu'on la décortique, quels sont les mécanismes, etc. Et c'est ce que je fais aussi sur mes vidéos YouTube, et c'est l'objectif de mes vidéos YouTube. Donc je pense pas que j'abandonnerai complètement, mais c'est surtout que j'aimerais équilibrer autrement le temps pour chacune d'entre elles, parce que les activités sur les plateformes c'est ultra chronophage, et j'aimerais avoir 70-80% de mon temps dédié à ça, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. Donc c'est surtout dans cette question de balance, je pense. Et malheureusement l'interview va devoir s'arrêter là. Ça me fait chier d'avoir fait autant d'erreurs, que ça soit au niveau du son, de l'accueil de l'invité, même parfois des questions. Mais en tout cas, c'est une porte qui s'ouvre à d'éventuelles d'autres interviews, si cela vous a intéressé. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est super important. Merci à Maxime d'avoir donné son temps pour m'accorder cette magnifique interview. Merci à Kevin également pour son temps, pour m'aider à réaliser cette dernière. C'était Armand pour le 9e Travaux. À très vite sur Internet.